السلام عليكم جميعا، نتمنى أن تكونوا بخير. مرحبا بكم في حصة تقويمية خاصة بدرس التواصلات العصبية لفائدة تلميذات وتلاميذ السنة الأولى بكالوريا علوم تجريبية. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour cette fois-ci dans une séquence d'évaluation qui concerne le chapitre intitulé La communication nerveuse. L'évaluation comporte deux parties. La première partie concerne la restitution des connaissances et la deuxième partie concerne le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. On va commencer par la première partie. La question numéro 1, définissez les notions suivantes. Le neurone, la synapse, synapse excitatrice, synapse inhibitrice, excitabilité, conductibilité, excitation efficace, neurotransmetteur, potentiel de repos, potentiel d'action, fibre nerveuse, la loi de Théorien, la loi du recrutement et la gaine de myéline. On va faire la définition de quelques-unes tout simplement. On commence par le neurone. C'est une cellule nerveuse qui représente l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. Il est composé d'un corps cellulaire ayant de nombreuses ramifications dendritiques et un axone qui représente un prolongement cytoplasmique qui se termine par une arborisation terminale. Pour l'excitabilité, c'est la propriété d'une cellule nerveuse, une fibre nerveuse ou un nerf de réagir et de répondre à une stimulation ou bien une excitation. Pour la gaine de myéline, c'est un enroulement membranaire de cellules de Schwann autour de la fibre nerveuse. Pour l'isoler et la protéger, il permet d'augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux. Pour la synapse inhibitrice, c'est une synapse qui provoque au niveau du corps cellulaire une hyperpolarisation, et l'inverse pour l'excitation efficace, c'est une stimulation qui provoque une dépolarisation de la membrane du nerf. Le potentiel de membrane, c'est un potentiel de repos lié à une différence de potentiel entre les faces externes et internes de la membrane cellulaire. Pour la deuxième question, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Cochez avec une croix cette suggestion correcte. On commence par la première proposition. Le potentiel d'action déphasique résulte de A, l'application de deux excitations successives, de B, deux influx nerveux, la réception d'une excitation efficace par deux électrodes réceptrices placées à la surface de la fibre nerveuse. Petit d, la réception d'une excitation efficace par une électrode réceptrice placée à la surface de la fibre nerveuse. Vous allez mettre pause à la vidéo pour réfléchir et chercher la réponse correcte. Dans ce cas, la réponse correcte est petit c, c'est-à-dire le potentiel d'action déphasique résulte de la réception des excitations efficaces en utilisant deux électrodes réceptrices placées à la surface de la fibre nerveuse. La deuxième proposition, la dépolarisation qui aboutit à un potentiel d'action résulte de flux, petit a, du flux des ions K+ vers le milieu extracellulaire, du flux des ions Na+ vers le milieu intracellulaire, du flux des ions K+ vers le milieu intracellulaire, du flux des ions Na+ vers le milieu extracellulaire. À votre avis, quelle est la proposition bien la suggestion correcte? C'est petit b, c'est-à-dire le flux des ions Na+ vers le milieu intracellulaire. La troisième proposition au niveau de la fibre nerveuse, le rôle de la pompe NK, c'est de maintenir le potentiel de repos, de maintenir le potentiel d'action, de transporter passivement les ions Na+, K+, de transporter activement les ions Na+, et K+, selon le gradient de concentration. Pour travailler, quelle est la proposition, bien la suggestion correcte? C'est la suggestion petit a, c'est-à-dire le rôle de la pompe NK, c'est de garder ou bien de maintenir le potentiel d'action de part et d'autre de la membrane plasmique du nerf. Pour la quatrième proposition, le potentiel d'action est le résultat d'une entrée massive du K+ à l'intérieur de la fibre nerveuse, entrée massive du Na+ à l'intérieur de la fibre nerveuse, et l'entrée massive de l'intérieur de la fibre nerveuse, ou bien l'entrée massive de celle- à l'intérieur de la fibre nerveuse. La suggestion correcte, c'est petit c, c'est-à-dire l'entrée massive du Na+ à l'intérieur de la fibre nerveuse. Pour la troisième question, le document ci-dessus représente une structure via un schéma du neurone, donné le nom de chaque élément numéroté de 1 à 4. Pour le 1, c'est les dendrites, les prolongements cytoplasmiques de corps cellulaire, appelés dendrites. Le corps cellulaire pour le numéro 2, et
L'étranglement au nom de Ranvier pour le 3 se trouve au niveau de l'axone. Et la dernière, bien le dernier numéro, correspond à la valorisation terminale. Écrivez devant chaque proposition vrai ou faux la vitesse de l'influx nerveux en fonction du diamètre et de la fibre. L'aréobase est la plus grande excitation efficace. Le potentiel de repos peut être monophasique ou diphasique. Dans le cas d'une synapse électrique, la transmission du message nerveux se fait par l'intermédiaire du neurotransmetteur. Essayez de penser à mettre vrai ou faux devant ces propositions. Pour la première, la vitesse de l'influx nerveux est fonction du diamètre de la fibre. À votre avis, quelle est la réponse? La réponse vraie, c'est-à-dire plus que le diamètre augmente, plus que la vitesse de l'influx nerveux augmente aussi. L'aréobase est la plus grande excitation efficace. C'est à votre avis, quelle est la réponse? C'est une réponse fausse, c'est-à-dire l'aréobase, c'est l'intensité minimale au-dessus duquel il y a une réponse d'une. Pour la proposition C, le potentiel de repos peut être monophasique ou diphasique, à votre avis. Quelle est la proposition? Ou bien, est-ce qu'il est vrai ou faux? Monophasique, le potentiel de repos, c'est une proposition fausse, c'est-à-dire on parle de monophasique ou diphasique dans le cas de potentiel d'action. Dans le cas de synapse électrique, la transmission du message nerveux se fait par l'intermédiaire du neurotransmetteur. C'est une proposition fausse. On parle de neurotransmetteur dans le cas des synapses chimiques et non pas électriques. Pour la deuxième partie, le raisonnement scientifique de communication écrite et graphique, l'exercice numéro 1, pour mettre en évidence quelques aspects de mécanisme de fonctionnement du système nerveux, les études suivantes ont été réalisées. Premièrement, le document 1 ci-dessous, qu'on va voir par la suite, représente la variation de la perméabilité de la membrane de la fibre nerveuse aux ayants NA+ et K+ suite à l'application d'une excitation efficace. Vous voyez le document 1. La question, c'est la description de la variation de la perméabilité de la fibre nerveuse observée dans le document 1 pour les ions Na+, et K+, au moment de potentiel d'action. Toujours la description ou bien l'analyse. On dit ce qu'on voit tout simplement. Vous voyez, le document représente la variation de perméabilité de deux ions Na+, et K+, en fonction de temps en millisecondes. On va voir à chaque milliseconde qu'est-ce qui se passe. On commence tout d'abord par les ions Na+, puis on va décrire l'évolution vers la variation de la perméabilité des ions K+, en fonction du temps. La réponse est, au cours de potentiel d'action, l'excitation est accompagnée du quoi, à votre avis? Pour le premier milliseconde, c'est-à-dire 0,5 millisecondes, on trouve qu'il y a une augmentation rapide de la perméabilité pour Na+, suivie par une augmentation lente, c'est-à-dire aux environs de 1,5 millisecondes, pour la perméabilité de K+. On observe aussi une diminution rapide de la perméabilité pour Na+, aux environs de 1,5 millisecondes, suivie par, bien accompagnée d'une diminution lente des ions K+, aux environs de 2,5 millisecondes. Pour mettre en évidence les structures responsables des échanges ioniques liés au potentiel d'action, plusieurs expériences ont été réalisées. Premièrement, on excite la fibre nerveuse puis on dose la concentration interne des ions Na+, et K+, dans les conditions suivantes. Pour la première condition, si vous voyez le document 2 représente ces résultats. Pour la figure 1, c'est une fibre nerveuse dans les conditions normales, comme une expérience témoin. La figure 2, on ajoute une substance toxique TDT, c'est-à-dire tétrodotoxine, en quantité minimale à l'extérieur de la fibre. Pour la figure 3, c'est un résultat le moment où on a injecté dans la fibre une autre matière qui est la TEA, c'est-à-dire la tétraéthylammonium. Pour la question, comparez les courbes de figure 2 et 3 avec celles de la figure 1, représentées dans le même document 2, puis déduisez l'influence de ces deux substances TDT et TEA sur l'échange ionique à travers la membrane de la fibre nerveuse. On commence par la figure A. Si vous voyez,
à l'état normal, vous voyez une augmentation de concentration des ions Na+ dans le milieu interne, c'est-à-dire il y a une entrée massive de Na+ vers le cytoplasme, et il y a une diminution de la concentration, le moment d'excitation, de concentration interne de K+, c'est-à-dire il y a une sortie de K+. C'est un état normal, c'est une expérience stimulante. On va la comparer avec deux expériences suivantes représentées à la fois dans la figure 2 et 3. Voilà. Enfin, il y a un retour des concentrations à leurs états initiaux. Pour la figure 2, en présence de la substance TDT, on observe, après une excitation, qui provoque une diminution de K+, suite à sa sortie, puis son retour à la cellule, pour Na+, il y a une stabilité. Vous voyez, sa concentration est stable, ce qui montre que TDE, c'est-à-dire on cherche l'influence de ces deux substances sur l'échange ionique, c'est-à-dire on peut dire dans ce cas, puisqu'il y a une stabilité de la concentration des Na+, on dit que TDT bloque l'ouverture des canaux à voltage concernant ou bien dépendant de Na+, et empêche son entrée. Pour la deuxième substance, la TEA, en présence de TEA, si vous voyez, on observe qu'il y a à l'inverse une stabilité de concentration interne des ions K+, alors qu'il y a une augmentation de la concentration de Na+ dans l'intérieur. Voilà, on peut dire que l'excitation permet l'élévation de Na+ dans le cytoplasme suite à son entrée, puis la sortie à l'extérieur. Pour K, sa concentration est stable. On conclut que TEA inhibe l'ouverture des canaux tension dépendant, bien à voltage dépendant de K+, et bloque sa sortie. Pour la conclusion, c'est le rôle ou bien l'objectif de l'exercice. Donc, les structures responsables d'échanges ioniques Na+ et K+ liées au potentiel d'action, c'est une sorte de canaux ioniques qui sont très sensibles aux excitations efficaces ou bien aux transmissions des messages nerveux. On parle alors des canaux dits canaux à voltage dépendant, CVD. Ensuite, pour savoir l'effet de certaines substances chimiques au niveau de la zone de communication entre deux neurones, c'est-à-dire la synapse, on réalise des expériences sur 3 synapses différentes. On injecte à chaque fois une substance chimique dans l'espace synaptique. On va voir ces 3 types de substances et à l'aide d'un oscilloscope, on enregistre les phénomènes électriques du neurone postsynaptique. Les résultats obtenus sont enregistrés dans le tableau du document 3 suivant. Vous voyez, on a 3 types de synapses. On a 3 types de substances, la nature de la substance et leur enregistrement sur l'oscilloscope. On commence par la synapse 1. On a utilisé l'acétylcholine, qui est un médiateur chimique. Pour la synapse 2, on a utilisé une substance injectée GABA. C'est un médiateur chimique aussi. Pour la 3e synapse, on a utilisé à la fois le curare plus l'acétylcholine. Le curare, il a un aspect ou bien un rôle anesthésique et l'acétylcholine, c'est un médiateur chimique. En exploitant les données du document 3, en vous basant sur vos connaissances, expliquez les résultats des 3 enregistrements obtenus, puis déduisez les types de synapses mises en évidence dans ces 3 expériences. Voilà. Pour l'exploitation, on commence par la synapse numéro 1. En utilisant l'acétylcholine, on obtient un enregistrement qui représente un potentiel de repos suivi par un potentiel d'action monophasique. C'est-à-dire à partir de moins 70 000 volts, il y a un potentiel. Après une excitation, il y a l'enregistrement d'un potentiel d'action monophasique. C'est une exploitation. Pour la deuxième, la substance GABA, qui est un médiateur chimique, il a abouti un enregistrement d'une hyperpolarisation après le potentiel de repos. C'est l'inverse de l'acétylcholine. Pour l'utilisation simultanée à la fois du curare et de l'acétylcholine permet l'enregistrement d'un potentiel de repos uniquement. Il y a l'absence de potentiel d'action et l'hyperpolarisation. On va passer à expliquer ces résultats des 3 enregistrements obtenus. On va déduire par la suite les différents types de synapses qui ont été mis en
en évidence dans cette expérience. Pour l'explication, pour la synapse numéro 1, la liaison de l'acétylcholine avec ses récepteurs au niveau de l'espace synaptique permet l'entrée massive de Na+, et la sortie de K+, ce qui donne sens, c'est normal, un sens à un potentiel d'action. On parle d'une synapse excitatrice. Pour la synapse 2, puisqu'il y a une hyperpolarisation, on dit que cette substance, ce médiateur chimique, bloque l'entrée des ions Na+, permettant ainsi une hyperpolarisation suite à la sortie de K+. On parle d'une synapse inhibitrice. Pour la troisième, comme la synapse numéro 3, le cohort se fixe sur les récepteurs de l'acétylcholine et bloque sa fixation sur ces récepteurs spécifiques, c'est-à-dire il y a une compétition, entre le cohort et l'acétylcholine. Voilà, il se fixe sur ces récepteurs spécifiques au niveau de la membrane de la cellule postsynaptique et inhibe ainsi l'apparition de potentiel d'action. C'est une inhibition compétitive. Le cohort représente donc, dans ce cas, un inhibiteur compétitif de l'acétylcholine. Pour le déclenchement 4 suivant, il représente 5 étapes non classées du mécanisme de la communication entre neurones. C'est un phénomène de la transmission synaptique. Si vous voyez ces deux schémas, ces 5 schémas, ils sont en désordre, ils sont non classés. En vous basant sur les résultats précédents, c'est-à-dire le déclenchement 4, sur vos connaissances, il classe les étapes de déclenchement 4 par ordre chronologique et diviser les différentes étapes du mécanisme de la transmission. La réponse juste, c'est comme suit. L'ordre chronologique est le schéma 2, suivi par 3, suivi par le schéma 1, puis 5, puis 4. Pour les étapes de cette transmission synaptique, le premier, ou bien la première étape, c'est la synapse est en repos. La deuxième, c'est après l'arrivée de potentiel d'action au bouton synaptique, il y a une dépolarisation de la membrane présynaptique. Ouverture des canaux Ca++ et entrée de celui-ci dans le bouton synaptique. Pour la troisième étape, c'est-à-dire que vous voyez une entrée massive de calcium vers le bouton synaptique. Cette libération par exocytose de après, il y a une libération par exocytose de neurotransmetteurs de la fente synaptique, c'est-à-dire une sortie de neurotransmetteurs qui a été accumulé dans les vésicules synaptiques vers l'espace synaptique. Fixation de neurotransmetteurs ces récepteurs spécifiques au niveau de la membrane plasmique. Et l'ouverture des canaux ioniques Na+, et K+, et naissance vers la fin d'un potentiel d'action au niveau du neurone qui s'appelle un potentiel d'action post-synaptique. Pour la dernière étape, une fois qu'il y a naissance de potentiel d'action post-synaptique, après naissance de ce potentiel, les neurotransmetteurs se dissocient de leurs récepteurs et se dégradent par des enzymes spécifiques qui vont être éliminés de la fente synaptique, c'est-à-dire il y a un retour de ces éléments vers le bouton présynaptique. Voilà, et ils regroupent dans des vésicules synaptiques en attendant une autre excitation efficace. Ainsi prend fin cette séquence d'évaluation. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.